Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de fréquence d'entraînement. Je fais cette vidéo en réponse à celle-ci de Kilian Hagen, tout simplement parce qu'après avoir vu sa vidéo, j'ai pu échanger avec lui sur le sujet. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce n'est absolument pas une attaque personnelle envers Kilian ou qui que ce soit d'autre, c'est tout simplement une confrontation d'approche avec des arguments. On va d'abord commencer par parler des études scientifiques. Kilian explique dans sa vidéo que les études ne sont pas pertinentes, qu'elles peuvent ouvrir des voies dans différents domaines mais pas en musculation. Alors j'ai envie de dire, mais comment on peut affirmer ça? Sur quoi on se base pour dire que la musculation serait un monde à part? En réalité, la musculation n'est absolument pas un domaine différent des autres. La science est là pour apporter des réponses au même titre que la médecine, la nutrition, la psychologie, etc. Souvent, les arguments avancés, c'est qu'on ne teste pas de vrais pratiquants, qu'on donne des protocoles un petit peu lambda à des personnes prises au hasard. Vous verrez dans cette vidéo que certaines études ont été effectuées sur des athlètes de très haut niveau, voire même certains élites. Un autre argument, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes testées. Alors effectivement, les échantillons dans les études sont souvent assez restreints, d'où la prudence des auteurs vis-à-vis de leurs conclusions. Un outil qui est très intéressant dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle des méta-analyses. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la revue de plusieurs études étudiant le même phénomène et avec des protocoles expérimentaux similaires. Pour comprendre un petit peu la hiérarchisation du niveau de preuve scientifique, je vous invite à regarder cette vidéo de la chaîne Hygiène Mentale qui est très bien faite. Dans le sport, comment ça marche? Donc, sauf pour des données issues d'autres recherches, donc par exemple la médecine qui bénéficie forcément au sport, le schéma est à peu près toujours le même. On part d'un constat de terrain, on vérifie avec la science le pourquoi du comment, et ça nous permet de réoptimiser notre pratique sur le terrain par la suite. C'est un cheminement qui est extrêmement bien mis en avant dans le livre de Didier Reiss et Pascal Prévost, La Bible de la préparation physique. Souvent, il est dit aussi que les chercheurs sont des rats de laboratoire qui n'y connaissent rien en musculation, qui ne pratiquent pas. Donc je vous présente Brad Schoenfeld, Mike Israetel, Eric Helms, Anastasia Zinchenko ou encore Menno Henselmann. Comme vous le voyez, ils ne pratiquent pas. Ils ont absolument tous participé à des compétitions, que ce soit en powerlifting, bodybuilding, voire les deux pour certains, et ils coachent en plus de leurs recherches. Pour anecdote, la dernière fois qu'Eric Helms a participé à une compétition, il a fini deuxième, derrière l'un de ses clients. Je vais maintenant expliquer pourquoi une approche de l'entraînement haute fréquence peut être probablement la plus pertinente qu'une approche de l'entraînement dissocié, ce qu'on appelle le split. Évidemment, les arguments vont être appuyés par la science et vous trouverez les références en description. On va commencer par la fatigue. Déjà, qu'est-ce que c'est que la fatigue? Lors d'une activation musculaire répétée ou soutenue, la capacité à générer de la force devient limitée dans un processus appelé fatigue. Donc ça, c'est la première phase de l'abstract d'un papier publié par un groupe de chercheurs qui souhaitaient concevoir un simulateur informatique de fatigue musculaire. Donc forcément, pour concevoir leur simulateur, ils ont dû étudier les processus de la fatigue musculaire. Et donc ils y parlent de schéma moteur, de propriétés contractiles des fibres, de bioénergétique, etc. Vous pourrez aller regarder, elle est plutôt bien référencée, il me semble qu'il y a 75 études dedans. Ensuite, on va dissocier la fatigue périphérique de la fatigue centrale. Il y a un très bon article de Menno Henselmann qui explique que la fatigue centrale désigne plutôt le cerveau et la moelle épinière, et que la fatigue périphérique désigne plutôt le stress métabolique et les dommages musculaires. Et de cet article, on ressort 3 points qui sont très intéressants. Déjà, un effort court et intense générera plutôt une fatigue périphérique, alors qu'un effort long et de faible intensité plutôt une fatigue centrale. En gros, vous faites un PR sur un squat ou un développé couché, vous aurez de la fatigue majoritairement périphérique. Alors que si vous courez un marathon, vous allez potentiellement avoir une plus grande fatigue centrale. Il explique également qu'un exercice complexe ne signifie pas forcément plus de fatigue du système nerveux central. Un polyarticulaire ne générera pas plus de fatigue nerveuse qu'un exercice d'isolation, à effort égal évidemment. Ensuite, le dernier point est que le système nerveux central récupère plus vite que la fatigue musculaire. Sa conclusion est la suivante. La fatigue du système nerveux central est en grande partie aiguë. Normalement, le système nerveux central ne récupère pas en quelques jours, il le fait en quelques minutes. On a ensuite une autre étude qui explique que l'acidose plasmique induite par l'effort, donc la congestion, la brûlure,
exacerbe la fatigue du système nerveux central sur un exercice dynamique. Et donc, on en déduit que la congestion qui est due à un volume intraséance sur un même groupe musculaire élevé génère plus de fatigue nerveuse. Justement, ce volume intraséance, parlons-en. Déjà, on va commencer par définir ce qu'est le volume. Pour ça, on a une excellente définition, je trouve, de la part de Luc Aguif, qui nous explique que le volume, c'est les reps multipliés par les séries, multipliés par la charge et multipliés par l'effort. Habituellement, on voit plutôt les trois premiers facteurs qui désignent tout simplement le tonnage. En revanche, je trouve que d'y incorporer l'effort donne une dimension beaucoup plus intéressante dans le sens où faire un seul soulevé de terre à 200 kg ne reviendra pas du tout à la même chose que de faire 100 soulevés de terre à 2 kg. Pour autant, le tonnage sera exactement le même. On a un nouvel article de Meno et Selman qui considère 3 études au protocole similaire et qui permettent de mettre en avant le fait qu'il existe un volume par groupe musculaire et par séance au-delà duquel les gains en force et en hypertrophie décroissent. Ce volume semble se situer aux alentours de 9 à 10 séries, ce qui correspond plus ou moins au format qu'on peut retrouver sur un PPL ou un upper-lower. Maintenant, parlons de récupération. Alors, j'ai un post Instagram ici de mon ami The Scientific. Alors oui, c'est un post Instagram, mais il est bibliographié, qui explique deux choses très intéressantes. La première, c'est que plus un muscle est gros, et plus il a de cellules satellites. Vous pourrez retrouver ça également dans le livre de Didier Reis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et que donc, forcément, ça va améliorer les facultés de récupération des dommages musculaires. Le deuxième point, c'est l'angiogénèse. Alors, qu'est-ce que c'est l'angiogénèse ? C'est tout simplement l'augmentation des vaisseaux sanguins dans les muscles. Donc forcément, on amènera plus d'oxygène, plus de nutriments au niveau des tissus endommagés par l'exercice. Donc, on peut en conclure que plus on est entraîné et plus on va récupérer rapidement. Il y a une autre étude qui confirme ce discours, qui explique que plus on va répéter un effort, plus on va récupérer rapidement de la fatigue neuromusculaire. En parallèle de la récupération physiologique, il y a un autre article de Meno, oui, effectivement, il a beaucoup étudié la fréquence d'entraînement, qui compare deux protocoles d'entraînement différents. L'un avec une fréquence de 1 fois par semaine, l'autre avec une fréquence de 5 fois par semaine. Donc les résultats sont en faveur de la haute fréquence, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Le plus intéressant, c'est finalement la seconde conclusion, qui explique qu'à volume égal, la fréquence permet de fortement réduire les douleurs musculaires. En lien avec d'autres références, Meno conclut également que plus un pratiquant est avancé, plus il bénéficiera d'une fréquence élevée. On a ici une étude de Gentil en 2018 qui, malgré des résultats assez mitigés dans sa conclusion vis-à-vis de la fréquence proprement dite, donne quelque chose de très intéressant dans la discussion. Ça suppose que les avantages du split soient dus à la nouveauté, étant donné que les sujets étudiés avaient l'habitude d'une plus grande fréquence. Ça suggère qu'un nouveau stimulus peut être apporté via la variation de cette fréquence, et que la fréquence élevée resterait favorable à l'équilibre anabolique, donc en gros la synthèse protéique. Ça met aussi en évidence qu'une seule séance sur un seul muscle donné induit plus de fatigue. Ça explique également que le split était surtout utilisé par les bodybuilders des années 60 jusqu'à 80, surtout pour des raisons de gain de temps. Vous imaginez dans votre salle, vous avez quasiment toutes les machines pour les jambes au même endroit, toutes les machines pour les pecs au même endroit, même chose pour le dos, etc. Et donc ça permettait de regrouper l'espace de travail. En plus de ça, il suffisait de s'échauffer une seule fois pour l'ensemble de sa séance. Et par conséquent, c'est des choses qui ont été popularisées de cette manière. Maintenant, on va passer au niveau du pratiquant. Il y a une méta-analyse, ou plutôt deux méta-analyses combinées, comprenant 177 études, qui ont été examinées pour extraire les continuums dose-réponse pour l'intensité, la fréquence et le volume d'entraînement, ainsi que les augmentations de la force résultante, et tout ça spécifique à chaque type de population, c'est-à-dire débutant, intermédiaire, avancé, etc. Ce qu'il en résulte, c'est que l'état de la formation par rapport au niveau, c'est-à-dire les antécédents d'entraînement et le niveau de condition physique au moment de l'étude, dicte directement ces doses optimales et influe sur l'ampleur potentielle des réponses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus notre niveau augmente et plus l'intensité, le volume et la fréquence augmentent en même temps. Passons maintenant à la fréquence proprement dite.
Il y a une excellente étude faite par Sarich en 2018 qui montre qu'à volume harmonisé, il n'y a pas de différence notable entre une fréquence x3 et x6. Le seul argument en faveur de la fréquence basse, donc x3, concerne la taille du biceps. Et si on lit un petit peu la discussion, il est expliqué que les biceps étaient beaucoup plus sollicités que les autres groupes musculaires dans cette étude, ce qui peut expliquer la différence. On a également une méta-analyse de Gergich en 2018, où il y a eu la participation de Brad Schoenfeld et James Krieger, qui montre que la fréquence permet de faire plus de volume et par conséquent plus de gains musculaires. Ainsi, d'un point de vue pratique, de plus grandes fréquences d'entraînement peuvent être utilisées pour augmenter le volume de travail, ce qui entraînera de meilleurs gains en force musculaire. Et ceci est appuyé par une seconde méta-analyse du même groupe de chercheurs qui nous dit ceci: compte tenu de la relation dose-réponse signalée entre le volume d'entraînement et la croissance musculaire, des fréquences d'entraînement plus élevées pourraient être utilisées pour augmenter le volume d'entraînement hebdomadaire total et obtenir une surcharge progressive. En parallèle de ça, on a une étude plutôt originale de Klemp en 2016 qui compare deux protocoles de DUP différents. Donc le DUP, c'est une périodisation ondulatoire. En gros, on prend le même exercice qu'on répète plusieurs fois dans la semaine et on fait varier les intensités et les fourchettes de répétition. Ce qui est intéressant, c'est dans la discussion, il est mis en évidence que la relation fréquence-volume, donc ça ils l'ont comparé via les méthodologies des études antérieures, démontre des bénéfices des fréquences élevées lorsque les protocoles n'harmonisent pas la fréquence. En gros, quand la fréquence varie au cours du protocole expérimental, finalement les hautes fréquences restent supérieures aux basses fréquences. On a aussi une très bonne méta-analyse de Ralston en 2018 qui nous dit ceci. Cet article est la deuxième revue systématique qui compare différentes fréquences d'entraînement et fournit la preuve d'études supplémentaires qui étudient une relation dose-réponse progressive dans laquelle des gains de force sont développés après une fréquence d'entraînement accrue. Les résultats de cette méta-analyse suggèrent qu'il n'existe aucun effet significatif entre la basse et la haute fréquence sur le gain de force musculaire lorsque le volume est assimilé. Lorsque le volume hebdomadaire n'est pas contrôlé, les résultats ne suggèrent aucun effet significatif de la fréquence accrue sur les gains de force musculaire. Par conséquent, l'augmentation du volume hebdomadaire peut être attribuée au facteur principal de l'augmentation de la force musculaire. On pourrait suggérer qu'une fréquence d'entraînement plus élevée augmente le volume total d'entraînement hebdomadaire, ce qui fournit un stimulus adaptatif positif à la force musculaire. Dans le même sens, on a une étude de Brad Schoenfeld en 2018 qui nous dit que pour un volume d'entraînement donné, les individus peuvent choisir une fréquence hebdomadaire par groupe musculaire en fonction de leurs préférences personnelles. Par ailleurs, des fréquences d'entraînement plus élevées peuvent aider à accumuler un plus grand volume d'entraînement, ce qui peut à son tour améliorer la réponse hypertrophique. Une analyse de méta-régression d'études sans égalisation volumique a montré un effet significatif en faveur des fréquences les plus élevées. Cette autre étude montre qu'il semble également que l'utilisation d'un volume d'entraînement hebdomadaire élevé et d'une fréquence d'entraînement élevée, donc 3 séances ou plus par semaine, pourrait stimuler davantage l'hypertrophie musculaire et les améliorations de la force par rapport à 1 ou 2 séances d'entraînement par semaine. En plus de ça, on a deux articles de Greg Nuckols, donc l'un traitant de la fréquence pour la force et de l'autre de la fréquence pour l'hypertrophie, qui conclut que la science est en faveur de la haute fréquence, mais qu'il faut malgré tout l'adapter à l'individu. Évidemment, certaines personnes vont récupérer beaucoup plus vite que d'autres, notamment en fonction du niveau, ce qu'on a vu plus haut, et que certains groupes musculaires chez une personne vont peut-être avoir besoin d'un petit peu plus de temps de récupération que d'autres. Et ça, c'est très variant en fonction des individus. On va maintenant aborder certainement ce qui est la meilleure étude sur la fréquence d'entraînement qui a été réalisée, qui s'appelle la Norwegian Frequency Project. Cette étude a été réalisée sur l'équipe norvégienne de powerlifting, comme quoi on n'étudie toujours que des débutants. Et elle compare, pour deux groupes d'athlètes différents, une fréquence x3 et une fréquence x6. Et il s'avère que pour les athlètes utilisant une fréquence x3, ils arrivaient tout juste à maintenir leurs gains et leurs performances, alors que pour les fréquences x6, ils arrivaient à progresser encore malgré tout. On voit ici une analyse statistique de cette étude faite par Menno Henselman, qui est statisticien à l'origine, où il retire les valeurs aberrantes, ce qui renforce encore plus les résultats de l'étude. Il a fait également une mise en perspective de cette étude via une autre étude au protocole similaire, mais avec une autre population, qui était d'un niveau bien moins élevé. Et les résultats sont effectivement moins probants, mais toujours en faveur de la haute fréquence. Menno explique que le niveau des sujets était moins élevé, ce qui suggère que la fréquence optimale augmente quand le niveau augmente.
Finalement, ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que la fréquence est un facteur indirect de croissance musculaire, puisqu'elle permet une augmentation considérable du volume qui lui est capital. Il y a une très bonne phrase de Lucas Guif qui avait été donnée pour la relation effort-volume et qui finalement fonctionne aussi pour la relation fréquence-volume, qui dit qu'il faut travailler suffisamment proche de l'échec pour que ça fonctionne, mais assez loin pour être capable de faire beaucoup, tout en ne faisant pas trop pour réussir à faire plus. Je terminerai cette vidéo en vous parlant de ce podcast de la chaîne Revive Stronger, animé par Steve Hall, où il invite Mikey Strattel, qui nous dit que l'entraînement haute fréquence, c'est une approche un petit peu novatrice, et par conséquent, ça dérange, ça bouscule un petit peu les habitudes, et que donc forcément, il faudra du temps pour que, malgré l'accumulation de preuves, que ce soit scientifique ou même sur le terrain via les pratiquants et les athlètes, que les gens prennent conscience que ça peut être une approche tout à fait pertinente, voire parfois supérieure. Je vous ai mis une traduction, merci Lucas, du passage en question qui a été un petit peu softisé parce que les mots utilisés par Mike étaient quelque peu vulgaires. Comme toute vérité, elle passera certainement par les 3 étapes définies par Schopenhauer, qui est d'abord ridiculisée, puis ensuite combattue, et après admise comme évidente. Bon, jusque-là, on a encore un peu de chemin pour que les vieilles pratiques laissent place à l'ouverture d'esprit. J'ai écrit un article sur la haute fréquence il y a déjà quelques temps que je vous ai mis également en description si vous voulez approfondir un petit peu le sujet. Le but de cette vidéo n'est pas de dire qu'on ne peut pas progresser en split, seulement que ce n'est pas forcément la meilleure option et que d'autres formats sont plus optimaux. Dans tous les cas, l'adhésion reste le critère majoritaire, car forcément le meilleur entraînement c'est avant tout celui qui nous plaît, celui qu'on fait et qu'on a envie de refaire. En espérant avoir pu vous éclairer sur ce sujet pour que vous puissiez vous faire votre propre avis en toute connaissance de cause. Salut!